suis directrice des affaires européennes à INSERM Transfer, donc une filiale d'INSERM, donc une filiale privée, qui a plusieurs activités, notamment l'activité de valorisation des résultats de recherche sortant d'INSERM, mais aussi le département donc, que je dirige, qui existe depuis 11 ans, où on aide les chercheurs d'INSERM et aussi d'autres organismes à monter des projets européens en collaboration avec des partenaires européens, internationaux, et à gérer ces projets à bien pour qu'il y ait des retombées à la fin. Voilà, donc ça c'est mon métier. Si vous n'avez pas pu décrocher un travail avec Sanofi, on recrute aussi, mais les compétences sont assez semblables. Pour travailler dans le domaine des projets collaboratifs européens, il faut, c'est vrai, l'anglais donc est incontournable, l'anglais parlé, l'anglais écrit. Et aussi, c'est très important aussi donc d'avoir une ouverture aux cultures, des cultures non seulement européennes mais aussi internationales, mais aussi des cultures aussi bien du public que du privé qui peut être très différentes d'un pays d'Europe à l'autre. Et donc, on est souvent médiateur parmi les différents partenaires de nos projets. Donc, ça, c'est très important d'avoir cette ouverture d'esprit. Et aussi, un autre point que je reprends de la présentation précédente, c'est de pouvoir aller au-delà de son propre domaine, parce que ce sont des projets qui sont toujours des projets multidisciplinaires, avec des acteurs très différents. Et je vais vous donner un petit panorama de le type de projet de financement que vous pouvez avoir à différentes étapes de votre projet personnel, on va dire ça comme ça, ou projet collaboratif au sein de votre organisme. Et donc, c'est très important d'avoir une vue, je dirais, toujours que ça soit commencer à la fondamentale jusqu'à l'application, jusqu'aux patients. Même si vous vous arrêtez à des expérimentations en modèles animaux ou en début de phase clinique, c'est très important d'avoir cette vision à très long terme. Et en général, c'est ça que vous vendez à l'Europe quand vous demandez un financement. Voilà. Donc, très rapidement, donc, un petit panorama des financements européens pour que vous puissiez enfin bien situer IMI parmi les autres initiatives qui existent. Je vais vous donner pas mal d'informations. Donc, voilà, je vais aller assez rapidement, mais je vais essayer d'arrêter sur les types d'instruments qui pourraient peut-être vraiment vous intéresser. Et donc, une première petite question, est-ce que vous pouvez vous lever la main si vous avez déjà participé en tant que partenaire, donc TESA, Postdoc ou autre, dans un projet financé ou cofinancé par la Commission européenne? Très bien, voilà, même parmi les plus jeunes, donc très très bien. Et donc voilà, donc il y a certainement parmi vous, parce que j'ai posé cette question récemment à un congrès de jeunes chercheurs au Cancéropole et il n'y a eu aucune réponse, donc bravo, donc il y en a déjà qui sont sur la bonne voie. Bon, j'espère que ça va devenir plus clair. Je vais juste donner le cadre. On vient de rentrer dans un nouveau programme cadre, donc le programme de recherche de la Commission européenne se déroule en général sur 7 ans. On vient de démarrer cette année un nouveau programme cadre qui s'appelle, pas le 8e programme cadre, mais Horizon 2020, parce qu'il dure jusqu'à 2020. Donc, ça vient de démarrer. On a eu un premier call en début de cette année, et donc il y a un deuxième call qui va être lancé à l'automne. Donc, ce nouveau programme cadre est quand même différent du précédent. Si vous avez déjà participé, donc certains d'entre vous au 7e programme cadre, notamment parce qu'on est vraiment, ce programme cadre veut vraiment répondre aux objectifs de la situation actuelle, répondre à la crise économique, investir dans la croissance et l'emploi, être plus proche des problématiques du citoyen. Et on va voir dans le programme santé l'importance du bien-être et du vieillissement, qu'on ne trouvait pas vraiment dans le programme cadre précédent. Et donc aussi toujours accroître la position mondiale de l'Union européenne en recherche, parce que l'Union européenne est bien derrière, je peux dire, l'Asie et les États-Unis en nombre de brevets déposés dans la santé, sur le nombre de publications. C'était déjà l'objectif de précédente, mais on n'arrive pas. Donc, ils ont construit ce nouveau programme cadre pour vraiment répondre à ces 3 défis. Et donc, je vais vous présenter un petit peu comment ce programme est structuré. Mais en tout cas, l'innovation est au cœur de tout le programme. Voilà. Donc, c'est un peu le leitmotiv et on le voit à toutes les sauces. Donc, il se traduit dans différents instruments que je vais vous présenter. Ce qui est important quand même, c'est que les instruments nous permettent toujours de financer de la recherche plus fondamentale, exploratoire, jusqu'à la recherche très appliquée,
auprès même du patient. Donc vraiment, on couvre toute la chaîne dans les financements européens. Parfois, le taux de financement n'est pas le même. Le plus proche qu'on est du patient, le taux de financement est forcément moins important parce qu'on est plus proche du marché. Donc, il y a un investissement qui est attendu, plus des participants, qu'ils soient publics d'ailleurs ou privés. Voilà. Et on a beaucoup simplifié les règles. Ça, c'est peut-être la bonne nouvelle pour vous. Parce qu'avant, c'était très, très difficile de comprendre la complexité des règles de financement, de participation des projets européens. Ça a été beaucoup simplifié. Il y a un portail unique où vous pouvez trouver toutes les informations. Mais c'est un seul taux de financement pour un type de projet. Donc, je vais vous expliquer, pour la majorité des projets qui sont peut-être concernés par la santé, c'est 100% de financement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi bien pour les industriels qui étaient auparavant financés qu'à 50%. Donc tout le monde a le même taux de financement. Donc déjà, ça simplifie beaucoup les règles. Et voilà, ça incite aussi à la participation. Voilà. Donc, la structure du programme. Donc là, je vous présente le pilier qui on va dire, représente plus la recherche fondamentale ou exploratoire. J'ai tout mis en blanc. J'ai essayé d'identifier les éléments qui peuvent vous intéresser dès maintenant dans votre stade de recherche. Donc la recherche exploratoire, les ERC, je vais revenir en plus des détails, mais ce sont des bourses individuelles sur des projets pour des jeunes chercheurs de 2 à 12 ans après la thèse ou pour des chercheurs plus expérimentés. Des bourses individuelles sont un projet de recherche individuelle basé essentiellement sur l'excellence scientifique et du peer review pour l'évaluation. Il y a aussi la recherche, donc, juste pour préciser, pour les ERC, donc les bourses individuelles sur un projet individuel, ça peut se faire aussi bien dans le privé que dans le public. Voilà. Pour les Future Emerging Technologies, donc ça, c'est des projets collaboratifs, exploratoires, qui représentent une rupture technologique. Là, vraiment, il y a beaucoup d'acteurs de la santé qui s'y intéressent. Donc, recherche à haut risque, implication forte des PME et des industriels, même si on reste sur une recherche plutôt, on va dire, exploratoire, il faut toujours avoir une vision de cette recherche dans X années sur le marché et le mettre en avant dans les demandes de financement. Aussi, il y a le programme Marie Curie que vous connaissez peut-être en tant que jeune chercheur, donc qui est plutôt un programme qui soutient le développement personnel des jeunes chercheurs, la mobilité. Donc vous pouvez postuler en tant que jeune chercheur à un bourse individuelle pour aller dans le privé, dans le public, pour élaborer votre projet de recherche. Après les défis sociétaux, donc le premier défi, c'est le défi santé, bien-être et vieillissement. Donc c'est là le cœur, en tout cas, du métier, de notre métier, parce que ce sont des projets collaboratifs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire de la recherche entre public et privé, particulièrement l'implication des PME est recherchée, afin accroître la capacité des PME en Europe d'être innovantes, d'être compétitives, de créer des emplois, toujours dans les objectifs que j'ai présentés au début. Et ce sont des projets qui sont d'une taille on va dire, de 3 millions à 20 millions d'euros, avec un minimum de 3 partenaires par pays. Donc des pays européens ou associés. Voilà. Donc, je vais revenir un petit peu plus sur le détail de ce programme. Après, il y a le pilier plutôt industriel. Là, différemment de ce qu'on a vu avant, ce sont essentiellement des projets plus technologiques, portés par des industriels. Et c'est là où on trouve justement aussi des outils de création d'aide aux PME innovantes pour se lancer aussi sur le marché, etc. Voilà. Et donc, associé plutôt à celui-ci, je mets IMI, que après je vais présenter un petit peu plus de détails, qui est donc un partenariat particulier, public, financement Commission européenne, mais aussi privé, des membres d'IMI, des membres EFPIA. Voilà, donc je vais juste, je pense que j'ai un petit peu parlé de ça, vu le temps que j'ai, je ne vais pas aller en plus de détails, mais juste pour vous rappeler, ce qui pourrait vous intéresser en tant que jeune chercheur, c'est regarder ce qui existe en tant que Starting Grant, les ERC, qui ont un budget beaucoup plus important Horizon 2020, donc qui vous permet de faire la recherche, donc votre projet de recherche plutôt exploratoire,
Et donc, vous pouvez avoir une bourse de 100 à 400 000 euros, oui, ou 400 000 euros par an. Et ça peut se faire dans le public ou le privé. Vous devez passer minimum 50% de votre temps sur votre projet. Et également, les actions Marie Curie, surtout les Individual Fellowships qui peuvent vous permettre d'aller à l'étranger, d'aller dans un autre pays pour réaliser un projet de recherche dans un laboratoire de renom, avec l'obligation toujours de revenir dans votre pays d'origine. Et je cite aussi les infrastructures de recherche. Il y a peu qui savent qu'il y a énormément d'infrastructures de recherche au niveau européen. Parfois, dans le domaine médical, il y en a beaucoup. Des biobanques, les infrastructures autour de l'imagerie médicale. Et en tant que chercheur, thésard, postdoc, vous pouvez avoir un accès à ces infrastructures dans le cadre d'un projet sur lequel vous travaillez déjà, un accès qui est payé. Donc vous avez les frais de déplacement, vous avez l'utilisation de cette infrastructure qui est gratuite pour vous. Donc il y en a peu qui le savent. Si vous voulez en savoir plus, je peux vous donner plus d'informations. Sinon, vous tapez dans Google « European Research Infrastructures » et vous allez trouver des détails des différentes infrastructures dans le domaine dans lequel vous travaillez, auxquelles vous pouvez avoir un accès. Toujours aussi sur la présentation quand même d'un projet scientifique, voilà. Ensuite, les défis sociétaux. Donc, la santé a la plus grosse part du budget. Donc, il y a aussi le deuxième défi dans lequel la sécurité alimentaire, la bioéconomie, dans lequel il peut y avoir des sujets qui peuvent être pertinents pour vous. Grosso modo, ce sont des projets, comme j'ai dit, avec un minimum de 3 entités légales. Là, la Suisse n'étant plus un pays associé, vous êtes obligé de travailler avec des pays non francophones parce que la France, Belgique, voilà, il faut en trouver d'autres. Donc, c'est forcément un projet aussi qui doit avoir une valeur ajoutée européenne, un projet qui ne peut pas se faire juste au niveau national et qui a besoin des expertises, des infrastructures, des outils, des cohortes à l'échelle européenne pour avoir l'impact attendu. Voilà, allant d'un financement de 2 à 20 millions d'euros. Dans tous ces projets, la participation n'est pas exigée des PME et des industriels, mais fortement conseillée, parce que ce sont des projets qui peuvent rester au niveau préclinique, qui peut inclure pour beaucoup aussi des essais cliniques. Mais ce qui est important, même si on n'a pas des industriels dans le projet qui peuvent être dedans et être financés, de les associer, parce qu'il faut mettre en avant dans tous ces projets comment dire ça, les intentions d'exploitation, associer des acteurs qui peuvent prendre des résultats de la recherche si elle reste voilà, relativement pré-commerciale et aller jusqu'au marché. Donc avoir cette vision jusqu'au marché, c'est très très important. Ensuite, voilà, ce programme, donc le défi 1, en fait, maintenant, il est sur 2 ans. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder sur le site de la Commission européenne. Vous aurez les topics, en fait, les thématiques qui seront financées pour 2014-2015. Maintenant, on est sur le cours de 2015. Et vous pouvez, à travers vos instituts, ou Avessan, Aris, j'imagine aussi, influencer aussi les appels qui sont en train de se construire pour le programme 2016-2017. La différence aussi dans Horizon 2020, les topics sont beaucoup moins ciblés qu'auparavant, beaucoup plus larges, parce qu'ils recherchent vraiment l'innovation, de nouveauté. Ils voulaient être moins prescriptifs, si ça se dit. Donc, par contre, on a remarqué sur le premier call qu'il y a eu énormément de demandes. Ce sont des projets qui se montent en 2 étapes. Vous avez une première étape qui est assez légère, d'écrire 7 pages sur votre projet de recherche. Et si vous passez la première étape, vous avez un document de 70 pages minimum, on va dire, qui décrit le détail de votre projet de recherche. Et donc, il y a une autre évaluation, toujours une évaluation peer review internationale basée sur la science, l'impact qu'aura votre projet et aussi l'implémentation. Comment vous allez faire, avec quels moyens financiers, quels moyens humains et quelle sera la gouvernance, la structure que vous allez mettre en place. La partie éthique est aussi importante et aussi, comme j'ai dit, l'implication du privé ou comment vous allez associer votre projet via la dissémination de la communication est essentielle.
Donc, ça, ce sont les topics. Je vais passer assez rapidement pour arriver un petit peu sur IMI. Donc, c'est des projets. La partie fondamentale, en général, ce sont des projets ce qu'on appelle bottom-up. Hein. Il n'y a pas de thématique spécifique hein, pour les ERC, pour les Marie Curie, pour les fêtes. Hein, voilà. On est dans les défis sociétaux. On a déjà un cadre qui est quand même assez bien défini. Donc, même s'il y a quand même de la souplesse, les pathologies ne sont pas bien définies. Vous pouvez choisir en fonction de l'orientation du topic. Mais il y a aussi des choses très, très, très prescriptives qui sont des prix, donc, où la commission a identifié un besoin dans un domaine thérapeutique particulier sur lequel ils ont mis un coût et donc c'est le meilleur qui gagne. Et donc il y aura le premier prix, il me semble, c'est un test, si je me rappelle bien, un kit pour pouvoir détecter si, je pense que c'est pour détecter les maladies respiratoires qui sont virales ou d'origine bactérienne. Voilà. Donc, après, je vais passer un petit peu la primauté industrielle parce que je veux arriver quand même à assez rapidement IMI. La Commission européenne, donc depuis quelques années, essaie de mettre en place aussi des initiatives plus stratégiques, plus long terme, plutôt que ces projets que je viens de vous décrire, qui ont duré de 3-4 ans, etc. Et donc, ils ont mis en place des partenaires publics-publics parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de financement d'R&D. C'est une évidence au niveau national dans chaque pays. Et en fait, la part de l'Europe est assez petite. Donc aujourd'hui, ils encouragent les pays membres de mettre ensemble leurs ressources, leur financement sur une thématique bien particulière. Et la Commission rajoute de l'argent et c'est ce qu'on appelle des Joint Program Initiatives. Il y en a plusieurs dans la santé. Là, j'en cite le Active and Assisted Living 2, qui est un Joint Program Initiative, donc un programme public-public. Ils font la même chose, donc public-privé. Donc on a le seul exemple dans le domaine de la santé qui est IMI. Donc IMI qui existe, Innovative Medicines Initiative, depuis 2007. Et donc il y a un nouveau IMI qui va démarrer, le IMI 2 cet été. Donc je vais vous le présenter, mais c'est assez unique dans le sens où, dans le cas d'IMI, on a la moitié à peu près du financement qui vient de l'Europe et la moitié des membres de FPA, donc l'industrie pharmaceutique européenne, qui met de l'argent essentiellement in kind pour faire un projet collaboratif public-privé sur une thématique bien définie, avec souvent des livrables, des attendus sortis du projet bien définis. Donc on n'est pas du tout dans du bottom-up, on est vraiment sur des thématiques que l'industrie et les autres organisations qui sont consultées, qui ont défini un agenda stratégique de recherche, ils ont identifié des priorités avec des livrables clairement définis, ils font des appels donc à projets, toujours en 2 étapes, ouverts au public, aux PME, donc qui peuvent répondre et donc avoir un financement pour leur part des travaux de la Commission européenne en étroite collaboration avec l'industrie pharmaceutique. Voilà. Donc, IMI 1 avait un budget de 2 milliards d'euros, donc la moitié, 1 milliard de la Commission, 1 milliard des membres de FPIA. Là, on va voir IMI 2, le budget est presque le double, de 3,6 milliards. Donc, vous voyez que l'investissement est agrandissant. Et l'objectif principal, c'est de favoriser le développement plus rapide, plus efficace des nouvelles molécules thérapeutiques à travers ce partenariat. Donc, d'arriver le plus rapidement aux patients. Donc, bon, ici, je présente les 3 concepts. Je pense que ce qui est important, c'est que voilà, ce partenariat public-privé, donc il y a dans les autres types de projets que j'ai présenté une participation du privé et donc sur un projet commun. Mais ici, on est quand même sur un programme particulier parce que l'industrie donc apporte sa contribution elle-même avec ses propres ressources et le partenariat public quand même un financement public, mais dans un même objectif et donc une mutualisation quand même non seulement du savoir-faire, mais aussi des pratiques de recherche de chacun. Donc c'est une vraie collaboration, ça demande une vraie confiance.
Et ça demande aussi des règles de propriété intellectuelle assez particulières pour que les deux parties, le public et le privé, soient rassurés que leurs intérêts propres seront aussi protégés. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur IMI? Donc, ça, c'est le IMI 1 qui était sur 2 milliards. Donc, juste pour que vous voyez un petit peu les participants côté financement, en tout cas public, parce qu'après, ce n'est qu'un projet. Ce n'est pas deux projets. Vous n'avez pas uniquement donc des organismes de recherche, mais aussi bien des hôpitaux, des associations de patients, des représentants de tout ce qui est organismes de régulation et aussi des PME. Et en EMI 2, il y a aussi d'autres industries qui ne sont pas membres de FPIA qui peuvent participer en apportant leur propre contribution in kind. Les domaines financés, à gauche, je vous montre les domaines qui ont été financés dans IMI 1. Donc, vous voyez l'importance sur les maladies infectieuses, qui représentait 37% du financement de IMI 1. Et IMI 2, donc dans leur agenda stratégique de recherche, il y a tous ces domaines-là qui sont identifiés, donc c'est quand même assez large. Et je vais vous présenter un petit peu plus tard les topics qui seront sur le premier appel, a priori, qui va être lancé cette année. Donc, j'ai juste présenté un projet existant d'IMI. C'était pas pour vous présenter vraiment le contenu scientifique, mais juste pour vous présenter un petit peu le partenariat, le type de financement. Donc c'était un projet qui avait le but, je ne sais pas si vous voyez bien derrière, de développer un point of care, je ne sais pas comment dire en français, sur le point sur le point of care. Vous comprenez point of care? Sur le lieu où le patient est reçu, à l'hôpital, clinique, etc. Donc des tests pour détecter la présence d'une maladie infectieuse. Donc je vais juste vous montrer un petit peu la typologie de projet. Donc c'est un projet qui a duré 5 ans. Vous voyez un petit peu le financement. Il y avait quand même des financements très importants, presque 7 millions du côté de la Commission européenne, hein, du financement public, et à peu près 6 millions des différents membres pharmaceutiques qui sont membres de FPA et 1,7 million d'autres organisations. Donc le partenariat, vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a une dizaine de partenaires donc, de recherche publique de différents pays d'Europe. Il y a aussi 4 PME qui ont participé dans ce projet, et aussi 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 membres de FPI. Merck, je ne sais pas s'ils sont membres d'ailleurs, mais en étant aux États-Unis, mais en tout cas, ils sont bien membres, d'accord. Voilà, qui ont apporté aussi non seulement leur financement, mais qui ont réalisé une partie du travail du projet. Bon, ça, c'est juste pour vous montrer un peu la typologie. On est quand même sur un financement qui est important et plus important grâce à ce partenariat public-privé que les financements types de la Commission européenne. Alors, IMI 2, donc là, je vous montre, en fait, depuis le début d'IMI, les différentes SRA, c'est l'agenda stratégique de recherche, et on voit qu'avec le temps, donc on rentre dans le dernier agenda stratégique de recherche qui est la base d'IMI 2. La différence, donc on voit que IMI a couvert donc toute la chaîne de la partie exploratoire jusqu'à la pharmacovigilance, mais l'IMI 2 veut aller plus loin et donc met aussi l'accent sur vraiment la pratique médicale quotidienne, pour faire une traduction. Voilà. Donc veut aller plus loin dans la chaîne d'application. Ensuite, donc la vision, bon, c'est toujours, hein, c'est un petit peu comme le programme santé que j'ai présenté tout à l'heure sur la médecine personnalisée. Et là, c'était juste pour montrer, vous voyez en jaune, le nombre de non-répondants pour des molécules existantes, pour des médicaments existants sur le marché. Par exemple, pour le cancer, il y a 75% qui ne répondent pas. Donc là, le besoin de trouver des solutions de médecine personnalisée pour un meilleur médicament plus efficace pour plus de personnes. Ce sont des projets qui, donc, IMI 2 sont centrés autour du patient. Je vous ai dit, il faut que les projets aillent jusqu'au patient, qui vont focaliser sur des besoins qui sont actuellement négligés, sur lesquels il y a une vraie valeur ajoutée de ce partenariat public-privé, et voilà, vraiment besoin aussi un financement public. Et la science
reste très très important. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment apporter un impact important, ce qui est vraiment un breakthrough scientifique et qui est aussi un complément avec des projets déjà existants et financés. Donc dans chaque appel émis, il précise que le projet qui doit prendre en compte des initiatives existantes financées. Voilà. Donc quelques chiffres donc sur EMI 2 jusqu'à 2014. L'agenda stratégique n'a pas été uniquement défini par les membres de l'industrie pharmaceutique, mais aussi par la communauté plus large, européenne, publique et privée. Et il y a toujours la possibilité de toujours participer dans des consultations pour identifier les thématiques prioritaires d'EMI. C'est quelque chose d'ouvert. Un budget donc plus important pour EMI 2 et donc l'objectif principal, toujours de rendre le cycle de développement de médicaments plus rapide, plus efficace et donc plus rapidement à disposition du patient. Le premier appel donc est prévu cette année. On a déjà quelques informations préliminaires par rapport à cet appel. Ce que je n'ai pas dit sur l'EMI existant, c'est que, point de vue même scientifique, j'ai assisté à une présentation d'EMI où il présentait le nombre de publications qui sont sorties d'EMI, le facteur d'impact qui était en moyenne de 1,5 plutôt que 1 en règle générale pour les projets collaboratifs. Donc, au-delà de cet objectif d'avoir des médicaments, de rendre ce processus plus rapide, d'avoir plus rapidement sur le marché, en termes scientifiques, il y a eu des retombées fortes aussi en termes de publications et de nouvelles connaissances. Donc ça, c'est aussi important, bien sûr, pour les acteurs publics qui participent, pas que. Voilà. Donc, je ne sais pas si je peux vous dire un petit peu plus juste ce slide. Les règles qui s'appliquent à EMI sont les mêmes règles que Horizon 2020. Donc 100% du financement pour les acteurs publics, les PME, les associations de parents qui sont payés par la Commission européenne. Donc c'est exactement la même façon d'être financé. La seule différence, c'est un petit peu sur les règles de propriété intellectuelle qui sont un petit peu plus souples vu la nature de cette collaboration très étroite public-privé. Le prochain appel donc, est prévu pour le 12 novembre. Toujours un appel en 2 étapes. Et le premier appel, à ma connaissance, va en tout cas cibler diabète type 1 et aussi des maladies de la rétine.